Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Sud Radio. Bonjour à vous André Berkoff. Et aujourd'hui, vous êtes encore plus dans tous vos états et pour cause, l'actualité de la semaine chargée et de nombreux scandales, notamment en France, dont on va parler, André. Oui, on n'a pas besoin d'être le vendu 13 pour savoir qu'il y a des scandales partout. Paris, Lyon et le sud de la Mayenne et partout. Et on va commencer par parler du périscolaire. Vous savez, ce périscolaire, quand les enfants ne sont pas en cours à la cantine, comment on s'occupe d'eux? Eh bien, vous allez voir, on s'en occupe de drôles de façon. On en parlera avec Arnaud Gallet. Et puis, le wokisme à l'œuvre. Alors, il faut débaptiser. Il faut d'abord foutre les statues en l'air. Pardon de l'expression, mais c'est bien ça. Et puis débaptiser, par exemple, la rue Bugeaud à Lyon. Peut-être, c'est bien de débaptiser. Mais pourquoi et comment? On va en parler avec l'historien Dimitri Casali. Et puis, un prêtre placé 36 heures en garde à vue pour s'être opposé à la démolition d'une église. Pas mal, hein, en Mayenne, vous voyez exactement. Oui, c'est vrai, les églises, il y a aucune raison. Tout ça devrait disparaître, bien sûr. Et puis la France, ça va très bien. Nous sommes désormais moins riches que la Pologne et que l'Italie. Et si ça va bien, on va arriver à être beaucoup moins riches que le Kirghizistan. Mais ce n'est pas encore fait, mais ça va se faire. Et puis en seconde heure, alors la culture, ça va être intéressant parce qu'on va parler de Elon Musk, bien sûr. Oui, on va en parler, André Berkoff, avec Michel Onfray, le philosophe qui consacre un hors-série de sa revue Front Populaire, à ce génie adulé, mais autant détesté. Détesté, voilà. Par certains, André. Alors, de quel monde Elon Musk est-il? On va en parler. Michel Onfray a mené une enquête. Il va tout nous dire, effectivement, sur ce génie visionnaire. Et le débat risque d'être très houleux, André, parce que vous ne partagez pas le même point de vue à son propos. Pas vraiment. On en parlera. On parlera aussi de Proudhon, le père du socialisme. Alors restez avec nous, on revient dans quelques instants sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner. Les enfants, on va en parler aujourd'hui sur Sud Radio, André Berkoff. Depuis plusieurs mois, les accusations d'agression sexuelle ou de maltraitance commises sur des enfants par des animateurs du périscolaire se multiplient à Paris, mais aussi partout en France, André. Et beaucoup de parents s'inquiètent. C'est ce qu'a révélé le magazine Cache Investigation, diffusé sur France 2 le 29 janvier dernier. Depuis, ce scandale ne cesse d'enfler. Il fait la une de l'actualité. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Gallet pour en parler. Il est cofondateur et président de Move Enfants, André, un mouvement de lutte contre toute forme de violence faite aux enfants. Et oui, et d'autres formes de violence. On se disait quand même, au moins, peut-être le périscolaire et le scolaire est épargné. Eh bien, pas du tout. On l'a entendu dans le dernier conseil de Paris, quand il y a eu la grande réunion du conseil municipal à Paris, où il y a eu vraiment des altercations assez violentes sur ce problème de la gestion par Paris, par Anne Hidalgo, de ce périscolaire, quand les enfants ne sont pas à la cantine, quand les enfants ne sont pas en cours, ou en train d'être occupés par le professeur ou par leurs instituteurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 5 millions d'enfants, il faut se rappeler, sont accueillis dans des structures périscolaires en France, dont 93 000 à Paris. Eh bien, Cache Investigation a révélé les défaillances des animateurs qui maltraitent ou abusent des enfants, des signalements graves de parents ignorés, des conditions de travail dégradées, etc. 2 animatrices viennent d'être suspendues à Paris.
Dominique Versini, la défenseuse ou la défenseur des enfants de la ville de Paris, a reçu 150 saisines depuis sa nomination en décembre dernier. 19 animateurs ont été aussi suspendus à Paris en 2025 pour des faits à caractère sexuel. C'est-à-dire que cette espèce de pénocriminalité, eh bien, elle est là, elle est dans le scolaire. Et il y a eu, encore une fois, un débat très très fort où notamment Delphine Burclay, la maire du 9e arrondissement de Paris, s'est signalée en disant « c'est pas possible de parler comme ça, que cette situation perdure ». Et on va en parler tout de suite avec Arnaud Gallet. Et ce qui se passe, c'est absolument effrayant. Alors Arnaud Gallet, bonjour. Bonjour. Alors Arnaud Gallet, comment vous expliquez, on découvre évidemment, il faut cacher investigation, mais on le savait déjà avant, vous le saviez avant, comment il se fait que dans ce périscolaire, on laisse rentrer des gens, alors je ne dis pas qu'ils sont des pédophiles professionnels, c'est pas le problème, mais que ça puisse se passer comme ça et qu'il faut le découvrir à l'occasion d'une émission de télévision? Je pense que de manière très simple, là où il y a des enfants, il y a des prédateurs. Donc à chaque fois, on a l'impression de découvrir, on le voit systématiquement. On en a parlé avec Betaram, on en a parlé avec l'église, enfin bref, un peu partout, dans le sport. Enfin voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je pense que on est dans le déni de quelque chose qui n'existe pas en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de résultat quand on accueille des enfants dans un lieu, tout simplement. Obligation de résultat, ça veut dire quoi? N'importe quel lieu où il y a des enfants. Oui, ça veut dire qu'en fait, on sait que les violences existent, on sait que les violences sont nombreuses, les violences sexuelles, on dit que c'est un enfant toutes les 3 minutes en France, c'est énormissime, 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, donc ça veut dire que potentiellement, ça peut se passer à l'école, au périscolaire, au sport, à l'église, etc. Enfin bref, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on met en place en face, au niveau des institutions, pour agir? Et moi, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Vous voyez, moi, je trouve ça scandaleux, la nomination de Dominique Versini. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dominique Versini était l'adjointe à Anne Hidalgo en charge de la protection de l'enfance. Donc, elle était responsable. Elle était déjà en charge, oui. Les enfants qui ont été tondus, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, c'était Dominique Versini qui est responsable. Et donc, on promeut une personne qui est responsable à un poste de défenseur des enfants. Et là, je me permets de le dire parce que en France, on a déjà un défenseur des enfants. Et donc, c'est une entrave à son poste que de le créer de cette manière-là. Le défenseur des enfants, national, exactement. C'est ça. Il s'appelle Éric Delomar. C'est une autorité indépendante. Et donc, que la ville de Paris, soi-disant sous forme de préconisation, viennent créer ce poste avec, en nommant donc la personne qui était responsable, c'est un crachat au niveau des victimes. Je parle des enfants et des parents, et je pèse mes mots, et je peux vous dire que moi, ma colère, elle est bien là aujourd'hui par rapport à ça, parce que derrière, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je vais vous prendre un exemple, je vais faire le parallèle. À Saint-Ouen aujourd'hui, je l'annonce ici, il y a aussi une affaire dans le périscolaire. Qu'a fait le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane? Il a convoqué les parents, tous les parents. Vous voyez, moi j'habite le 17e arrondissement, on n'a pas été convoqués, nous. Ça se passe dans le 11e, etc. Surtout pas dans le 17e, tiens, pourquoi pas? Oui, on n'en parle pas, oui. On n'en parle pas. Non, Karim Bouamrane, il a convoqué les parents, il va convoquer tous les parents, il va mettre en place un document unique d'évaluation des risques de violences faites aux enfants, qu'on va accompagner, nous, au niveau de Move Enfants, parce que les violences sont partout, et il faut garantir leur sécurité, et il faut que les parents aussi aient confiance en l'école. Bien sûr. Donc, il ne s'agit pas de nommer les gens responsables, quand même, à des postes. Logiquement, Dominique Versini, je reviens dessus, elle aurait dû Ça fait sortir. combien de temps qu'elle était... Elle a été là sur les 2 mandats Sur les 2 mandats bien d'Anne sûr. Hidalgo. Alors elle était avant, je crois, au niveau solidarité, après plus au niveau mais sincèrement, une personne comme ça, soit elle démissionne, soit elle est évincée, elle est pas promue. On marche sur la tête dans ce pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et je le redis, est-ce qu'on peut imaginer quand même un seul instant qu'on regarde ce qui se passe de la situation parisienne, que ce soit la ville de Paris elle-même qui trouve les solutions? Ce sont eux qui sont responsables. Ceux qui ont créé des problèmes ne vont pas trouver les solutions. Moi, je pense même qu'il faut les mettre sous tutelle à un moment donné, que Paris ou autre, etc. Il faut se dire que l'État, en fait, a son mot à dire. Que dit l'État? Rien. Silence radio. Que dit la justice? On ouvre des enquêtes, on ne sait pas. Des fois, on classe sans suite, on ne sait pas trop, etc. Ça suffit. En fait, les enfants sont des personnes sérieuses, vulnérables. Les enfants ont des droits. C'est important, et nous on a un devoir, c'est de les protéger. Et là on voit bien qu'on a failli à tous les niveaux, et je pense qu'il faut arrêter un peu avec cette politique de l'autruche, et pire avec, je pense, quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'une grande mascarade, quoi. Mais il y a vraiment, moi j'ai vu effectivement Cache Investigation. Moi, ce qui m'a vraiment scandalisé, c'est de voir qu'on recrute effectivement ces animateurs, notamment ceux qui sont vacataires, sans formation. Oui, j'allais poser la question. On les reçoit même pas. On les recrute. Comment on peut recruter des gens qui sont chargés de s'occuper des enfants
Il n'y a pas de critères. Quels sont les Mais critères? Alors, Quels sont attendez. les examens? La deux loi choses. est laxiste Attendez, il y a quand même à deux, ce propos. il y a quand même deux choses. Il y a trois en réalité. Un, il y a la question du recrutement. Là, on voit bien que dans le cache investigation, il n'y avait même pas d'entretien d'embauche. Donc déjà, c'est une vraie question. Qui embauche aujourd'hui à un endroit sans avoir un entretien d'embauche? Théoriquement, ça C'est la moindre n'existe des pas. choses. Ouais. Deux, la question de la formation, elle est réelle, mais faut se méfier quand même par rapport à ça. Vous avez des gens qui sont formés. Je pense notamment au chirurgien Joël Le Squarnec. Il était formé. Il a fait plus de 300 victimes. Oui, Bon. ça c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose, mais il était formé. Donc ça veut Non, dire qu'on oui. peut des fois être formé, Oui, mais avoir... ça, Voilà. bien Donc ça veut sûr, dire qu'en bien sûr. 3... Eh ben, il faut qu'on mette en place, en fait, de manière structurelle un fonctionnement qui nous permette d'éviter tout simplement tout passage à l'acte. Et puis une vérification. Voyons ce qui se Vérification, passe, mais, etc. non, mais ce que je veux dire, c'est que si de manière structurelle, on lutte et on met en place des actions, on renvoie un message aux prédateurs. On leur dit attention. Si tu t'aventures à faire quelque chose, tu tu risques Eh oui. de te faire attraper. Mais Alors là, leur- c'est pas ça. Eh oui, mais leurs conditions de travail, elles sont quand même terrifiantes. Ils sont pratiquement dans de nombreuses écoles en sous-effectif, ces gens-là. Eh ben, faut se poser des questions, je pense, en termes aussi de management, en termes de moyen, ressources le humaines. moyen. Alors, il y a des questions de moyens, mais moi, je pense que faut faire attention à la question des moyens. Elle est réelle, parce que ce sont aussi des métiers de l'humain, je suis d'accord, mais c'est aussi des questions de montée en compétences, c'est la manière dont on vient aussi accompagner les personnes, c'est des questions de ressources humaines, et on peut dire que c'est pas forcément des métiers qui sont effectivement valorisés, donc très souvent, en fait, on se dit, voilà, on garde les enfants, Oui, c'est mais ça, ouais. et c'est ça le sujet. Et on les Donc, fait garder par n'importe qui. et on les fait garder par n'importe qui, Oui, alors- même alors si tout le monde n'est pas attends. comme ça, mais quand même, c'est important de le dire. Oui, alors que c'est des métiers essentiels. Non mais oui, mais ça, on revient à la question de la formation et on revient à la question des moyens. Parce que ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'on parle toujours protection des enfants et à juste titre. Et c'est un problème national et on en parle, tous les politiques en parlent du matin au soir. Et là qu'on voit dans le périscolaire, par exemple, alors c'est considéré que le périscolaire comme une espèce de truc inférieur, ça a aucune espèce d'importance. Il faut les occuper pendant quelques temps et puis on prend, c'est ça. Non, on prend n'importe qui. Oui, c'est ça. Alors après, on est bien d'accord que c'est ça, c'est pas partout comme ça, parce qu'il y a des personnes qui font quand même bien bien leur sûr. boulot, c'est important de le rappeler, mais je dirais qu'il n'y a pas de vérification, c'est ça que ça dit, surtout il n'y a pas de contrôle. Donc ça veut dire que si c'est au bon vouloir de chacun, sans qu'il y ait au bout d'un moment une responsabilité de la municipalité, mais c'est un scandale sans nom. Oui. Parce que bien évidemment, ça veut dire que le loup est inévitablement dans la bergerie. Je rappelle que là où il y a des enfants, il y a des prédateurs. Enfin, je veux dire, il s'agit pas de sortir de Polytechnique ou je sais pas trop d'école de Mais enfin, on peut pour le espérer que savoir. ce soit une infime minorité quand même. Oui, mais les chiffres sont là quand même. C'est-à-dire Ah oui. qu'on dit aujourd'hui qu'il y a 11% de la population française, par exemple, victime d'inceste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Oui, ça fait potentiellement, quelques centaines de milliers, voire de millions. Bah oui, oui. mais alors Arnaud Gallet, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, comment il se fait que la situation à Paris, c'était, en tout cas, ça apparaît comme particulièrement scandaleuse pendant des années. ça veut dire que tout simplement, on met rien en place pour lutter contre les violences directement, je veux dire pour prévenir ces violences-là dans le milieu. Ça veut dire qu'on ouvre le parapluie derrière. Alors là, ils sont très forts en plan de communication, commission, défenseurs des enfants, j'en passe et des meilleurs. Par contre, pour agir, pour avoir des actions concrètes en amont, il n'y a plus personne. Et donc c'est ça, moi, ce qui me semble le plus scandaleux, et je le redis. La ville de Paris, qui est empêtrée dans un dysfonctionnement majeur, n'est pas la mieux à même, la plus qualifiée pour mettre en place en fait un plan d'action qui viserait soi-disant à améliorer quelque Mais chose. ce qui est extraordinaire, Arnaud Gallet, quand même, pour parler de Paris, vous avez vu, vous avez le nombre des effectifs, le nombre des effectifs en communication, le nombre des effectifs, c'est extraordinaire, ils sont des dizaines de milliers. Bien sûr. Et on se dit que là, le trou dans la raquette, quoi. Ils l'ont pas vu ou ils n'ont pas voulu le voir. Bien sûr. Bien sûr, mais je vous ferai remarquer, vous voyez, c'est comme au niveau de l'aide sociale à l'enfance, il y a plein de sujets comme ça, on voit bien la question de la prostitution des mineurs au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Et malheureusement, aujourd'hui, en France, on n'a aucune volonté politique, ou très peu, pour pas dire aucune quand même, de volonté politique de protéger les enfants. Et c'est ça, finalement. Donc c'est une faillite, en fait, du système en matière de protection des enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est pas uniquement les adultes de demain. Les enfants sont bien les enfants d'aujourd'hui, en fait, qui ont des droits et qui deviendront par la suite des enfants de demain. Et je pense que ça, on l'oublie bien souvent, bien et ça sûr. c'est insupportable. Et comment seront ces enfants de demain? Oui. Et selon vous, il faut vraiment une refonte totale du dispositif actuellement dans le périscolaire? Faut une refonte totale, et c'est bien pour ça que nous appelons avec notamment Francesca Paschini et la fabrique pédagogique, qui est que chaque municipalité ait une délégation aux droits des enfants pour pas uniquement que ce soit quelque chose de fantôme, mais avec une application réelle de tous les droits des enfants sur tout le territoire, quelle que soit la taille de la commune. Et c'est quelque chose qui est essentiel parce que cette délégation, en réalité, elle est très souvent
diluée par moment, des fois à la jeunesse, des fois à la culture, des fois au loisir, etc. Petite enfance, non, une délégation aux droits des enfants. Les enfants ont des droits, ça fait maintenant longtemps quand même qu'on le dit, mais on est incapable de dire, on est très souvent capable de dire les enfants ont des droits, le droit de faire leurs devoirs, mais nous, je pense que nous, en tant qu'adultes, c'est à nous, notre devoir, c'est de les protéger et d'appliquer leurs droits. Ce qui est intéressant, vous savez, c'est cette phrase formidable, qui est devenue un cliché. On dit quel monde laisserons-nous à nos enfants, mais quels enfants laisserons-nous à notre monde? Exactement. Dans ce cas-là, et c'est quand même extrêmement préoccupant. C'est très vrai. Sur ce sujet, André, ce serait très intéressant d'écouter à présent un papa qui s'est exprimé sur BFM TV cette semaine. Écoutons-le. Aujourd'hui, je la dépose à l'école avec peur. Je la dépose avec peur parce que moi je fais face, mais ma situation n'a rien d'extraordinaire, comme tous les parents, à un mur. Un mur qui parfois nous met en cause. Un mur qui parfois met en cause la parole de nos enfants en nous disant qu'ils sont influençables. Mais pardon d'être grossier, madame. Mais vous savez ce que c'est qu'un enfant qui se pisse dessus avant d'aller à l'école? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un enfant qui ne dort plus? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un enfant de 5 ans qui vous dit « Papa, je n'aime plus l'école » ? Et oui, on a vu des dessins, vous savez, de... Exactement, et certains enfants qui développent effectivement, suite à ce type d'agression dans le périscolaire, des phobies scolaires. Bien sûr. C'est terrible. Bien sûr, les conséquences sont multiples, et puis une fois de plus, ce que je trouve éloquent dans le témoignage du papa, c'est la remise en question de la parole des enfants, soit la banalisation, les enfants mentent, etc. Enfin, tout ce qu'on peut avoir des fois en société, comment les enfants peuvent inventer de telles choses. Enfin, je veux dire, moi j'étais donc hier à une réunion publique, quand il y a un enfant de 2 ans et demi, 3 ans qui dit « j'ai vu le zizi d'un tel ». Il va pas l'inventer. Il va pas l'inventer, quoi. Je veux dire, moi je veux bien, on peut toujours se dire, et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on est sur un déni collectif et qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans cette situation. Ce qu'on peut espérer quand même, c'est qu'à travers toutes ces histoires, que ce soit les violences en milieu scolaire, maintenant les violences dans le périscolaire, les violences dans le sport, les violences à l'église, etc., c'est qu'évidemment qu'il y a un réel sursaut et qu'on prise de conscience. Bien sûr, une prise de conscience collective qui est essentielle. On devrait tous être dans la rue, en fait, par rapport à ça. C'est quand même inacceptable. Ah oui, c'est inacceptable. Et effectivement, je reviens à l'enquête de Cache Investigation qui révèle qu'à Paris, il y a eu des signalements de titulaires maltraitants. Ils n'ont pas été suspendus, ils ont été déplacés. Exactement. C'est un scandale. Mais des choses qu'on avait déjà vues ailleurs, rappelez-vous, au niveau de l'Église, au niveau de l'éducation nationale, c'est malheureusement des pratiques qui sont courantes. C'est-à-dire que c'est bien ce que je dis, c'est la stratégie du déni. Donc on déplace en fait les personnes en se disant, Mais vous savez, et ça va, et c'est pas seulement les personnes. Enfin, on peut aller très loin. Rappelez-vous de ce juge qui offrait sa fille de 12 ans sur Internet. Il a été déplacé. Bien sûr. Il n'y a eu aucune sanction. Donc en fait, on se retrouve, Arnaud Gallet, avec une société à irresponsabilité illimitée. Bien sûr, exactement. C'est ça le problème. C'est exactement ça. Et une société surtout qui met les enfants en situation de grave danger, parce que c'est quand même important de le rappeler, c'est-à-dire que notre inaction, notre immobilisme, le manque de volonté politique aujourd'hui en matière de protection des enfants, ça met les enfants en danger, en fait, tout simplement, et donc ça crée, ça aggrave leur situation, et les risques, quand on est victime, quand on est enfant, c'est important de le dire, et ce sont des conséquences tout au long de la vie, c'est quand même très souvent ce qui se passe quand on n'est pas protégé. Et c'est pour ça qu'il faut dire, il faut une action au niveau gouvernemental, au niveau national, mais à tous les niveaux des mairies, vraiment des communes, etc. Merci Arnaud Gallet, merci à vous. Vous êtes, je rappelle, cofondateur et président de Move Enfants. Et là, c'est un problème dont on va encore beaucoup parler. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio, Arnaud. Dans un instant sur Sud Radio, André Berkoff. C'est à Lyon que nous allons partir. Lyon, où l'on veut effacer la mémoire du maréchal Bugeaud. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon Eh oui, cœur. douce France, André Berkoff. Cette douce France est vraiment à géométrie variable. Certains prennent un malin plaisir à vouloir déconstruire notre histoire, effacer des figures historiques et supprimer le roman national, André. C'est ce qui se passe actuellement à Lyon, où une controverse mémoriale a lieu, André Berkoff. Oui, bien sûr, et on peut poser la question, effectivement. Alors, évidemment, l'objet du litige, l'objet de la controverse, c'est un maréchal, le maréchal Bugeaud,
qui fut, je le rappelle, au cours du 19e siècle, le gouverneur général de l'Algérie. Et alors, depuis des années, Bugeaud, oui, mais c'était quand même le massacreur, le colonisateur, le ceci, le cela. Donc, grosse polémique autour de Bugeaud. Et donc, certains et beaucoup demandent, il faut débaptiser la rue Bugeaud, qui est située dans le 6e arrondissement de Lyon, et ce n'est pas possible. Alors, notamment, la municipalité emmenée par le maire écologiste de Lyon, l'actuel maire, et vous voyez, on est à la veille en plus d'une élection municipale, nationale, bien sûr. Alors, Grégory Doucet, en septembre 2025, a acté la création d'un comité Histoire et Mémoire dans la ville. Donc, objectif, apporter une approche scientifique, apaisée, inclusive et démocratique. J'adore, on dit toujours ça. Voilà, il faut scientifique, apaisé, inclusive et démocratique aux choix pris par la municipalité, mais également favoriser le dialogue entre les citoyens, etc., etc. Donc, cette question de la rue Bugeaud a été tout de suite amenée, voilà. Et donc, le comité a considéré que la figure de Bugeaud est aujourd'hui largement associée à la conquête de l'Algérie et à des méthodes de guerre coloniale violentes, et que cette association rend l'hommage toponymique incompatible avec les valeurs contemporaines, voilà. Donc, ils disent, c'est pas possible, on peut pas, Bugeaud, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement violent, etc. Et d'autres qui, mais attendez, Bugeaud, c'est Bigeot, hein. Non pas Peugeot, c'est l'histoire. Et alors, vraiment, ça se bagarre énormément. Et par exemple, l'ancien maire du 6e arrondissement, Pascal Blache, il est opposé à la débaptisation. Il dit, écoutez, comment au nom de nos rues, il n'est pas question de gommer, ça changera pas l'histoire. En revanche, ça risque de la faire oublier. Et ça suffit de ce lion woke qu'on est en train de nous imposer. Ça suffit de ce wokisme. Alors, on va demander à son avis à quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime bien, qui est Dimitri Casali. Bonjour Dimitri. Bonjour. Bonjour Dimitri Casali, ça va? Alors justement, on va en parler. Vous avez écrit Historock, d'ailleurs vous avez été censuré à propos d'Historock, on en reparlera. Mais qui était en fait Bugeaud? Qu'est-ce qu'on peut dire de Bugeaud, le marquis de la Piconnerie, 1784, né en Limoges et mort à Paris en 1849. Alors effectivement, lui, il connaît la conquête de l'Algérie, il connaît ça. Non, mais c'est dingue. C'est dingue parce que c'est vraiment, cette histoire, c'est un exemple vraiment à la fois d'inculture, d'ignorance et d'instrumentalisation de notre histoire coloniale. Donc c'est complètement fou parce que Bugeaud n'a pas à être maudit de la sorte. Ouais. Il ne mérite pas un tel déshonneur. Donc c'était un maréchal de France qui a fait toute sa carrière sous Napoléon. Bien sûr, il était à Austerlitz à 20 ans. Et il a gravi tous les échelons pour devenir colonel dans les armées napoléoniennes. Donc c'est un brave parmi les braves. Ouais. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce silence assourdissant de l'armée et de nos généraux, des plateaux télévisés. Ah, il n'y a rien, oui, là-dessus, oui. Personne ne défend notre grand général Bugeaud, parce que bien sûr que la guerre en Algérie, la conquête a été sanglante, mais toutes guerres sont sanglantes. Citez-moi un seul peuple qui n'ait pas été impérialiste à un moment de son histoire, et même les Arabes qui sont en Algérie, ils avaient conquis le territoire de l'Algérie d'alors sur les Kabyles et les Berbères. Ouais. Bien sûr. Donc, et bien sûr, après les Ottomans, quand ils sont arrivés, croyez-moi, ils ont utilisé les mêmes méthodes que le général Bugeaud. La guerre, c'est la guerre. Ouais. Et donc là, vous voyez, c'est encore une fois, on essaie de criminaliser l'histoire de France, d'en faire une guerre de boucherie, alors que la guerre, mais si vous saviez, on accuse justement Gengis Khan d'avoir massacré plus de 40 millions d'Asiatiques, et personne ne lui fait de procès. Là, il se trouve qu'effectivement, on a une forte communauté algérienne en France, et ce sont ces associations Tebboune, comme je les appelle, qui ont fait le forcing sur le pauvre maire de Lyon qui n'y connaît rien, et effectivement, ils ont cédé. Ah, je suis au courant, j'avais un ami qui était dans le comité, ouais.
vérifié qu'ils étaient 19 contre lui. Hein, il était tout seul, lui. Oui, parce que ce qu'on peut dire, oui, Dimitri... c'est le fameux, il faut le dire, c'est le fameux collectif algérien de France, Exactement. effectivement. Oui, Ouais. mais Dimitri, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, on peut dire Bugeaud a été très très violent, il a été comme on l'a été effectivement un sacré nombre de personnes. Mais est-ce que c'est une raison pour dire Bugeaud n'existe plus? Parce que le problème, c'est qu'on veut effacer aujourd'hui. Voilà, tout ça n'a pas existé, ça n'existe pas. On veut effacer. D'ailleurs, vous savez que ça a été fait à Paris. Vous savez qu'à Paris, effectivement. En 2024, Anne Hidalgo, effectivement, a débaptisé l'avenue Bugeaud dans le 16e arrondissement pour la renommer Hubert Germain, effectivement, Dimitri Casali. Alors, en fait, ce que vous dites, Dimitri... Je suis au courant, et c'est pour ça. Oui, allez-y. Je suis scandalisé par cette histoire, parce qu'on voit bien que c'est 30 ans d'idéologie dominante qui impose le paradigme de la repentance et de la criminalisation de notre histoire. Comme vous savez, si on va par là, tous les personnages de l'histoire de France, même de l'humanité, je dis bien de l'humanité, vont devoir être débaptisés, hein, parce que il n'y a aucun grand personnage historique qui est pur à 100%. Tous ont leur face. Écoutez, à ce stade-là, il faut dire Napoléon aussi a été un faiseur de guerre et un faiseur de mort. Donc il faudrait absolument supprimer, débaptiser tout. Napoléon, les invalides, etc., etc. Enfin, c'est tout à fait. Ouais. Et regardez, donc le FLN et leurs soi-disant héros, croyez-moi, ils ne débaptisent pas les noms des héros du FLN qui ont commis autant de massacres et d'attentats terroristes sur la communauté pieds noirs. Donc vous voyez, c'est qu'en sens unique, seule la France a fait son travail de repentance, parce qu'effectivement, bien sûr que ça a été une guerre de conquête sanglante. Bien sûr. Il y a eu les fameuses enfumades. Enfin, les enfumades, écoutez, on en dit beaucoup de mal, mais il n'y en a eu que 3. 3 enfumades, puis effectivement, on a enfumé une population. Il y avait aussi des femmes et des vieillards. Oui, il y a eu des crimes, bien sûr qu'il y a eu des crimes, mais comme vous dites, les crimes, on va pas rappeler les 90, les 10 années noires en Algérie, et là c'était l'Algérie indépendante, où ça a été des massacres sans nom de familles algériennes musulmanes, etc. Enfin, tout ça a été, et on va pas parler des harkis et de tout ça. Je veux dire, ça a été quand même énorme, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut? On veut, au nom d'une relecture de l'histoire, c'est de dire ceux-là, ce sont les bons, ceux-là sont les méchants, c'est ça? Exactement. Et le problème, c'est que la France fait partie vraiment des oppresseurs. Voilà, on divise le monde en noir et blanc. D'un côté, il y a les victimes, et de l'autre côté, il y a les oppresseurs. Les bourreaux, et la France fait systématiquement partie des oppresseurs. Donc c'est quand même assez facile, vous voyez. Ouais. Non, bien sûr que la guerre a été une sale guerre des deux côtés. Abdelkader n'a pas fait de cadeau à Bugeaud sur le terrain, quand on connaît bien la guerre. Et puis ensuite, Bugeaud a été le grand vainqueur de la bataille d'Isly, où avec 10 000 hommes, il a battu une armée de 60 000 Algériens et Marocains. Ouais. Donc vous voyez, c'est toute cette grandeur de la conquête française. Il y a eu des pages héroïques, comme la bataille d'Isly dont je viens de vous parler, ou le combat de Mazagran à 1 contre 10. Et ben ça, on n'en parle pas. Ouais. En fait, ce qu'on gomme, c'est la complexité de l'histoire. Bien sûr que la guerre, c'est mal, mais on vit pas dans un monde de bisounours. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et tout. Et en Iran. Et en Iran, 30 000 morts en 2 jours. Alors, ça c'est plus que les 3 enfumades qu'on reproche à Bugeaud. En tout cas, aujourd'hui, l'avis rendu par le comité mémorial de la ville de Lyon, André Berkoff et Dimitri, il est strictement consultatif, et donc c'est donc la prochaine équipe municipale qui va devoir se prononcer sur cette affaire. Dimitri, André l'a rappelé il y a un instant sur Sud Radio, vous êtes le fondateur d'Historock, un opéra rock sur l'histoire de France. Vous avez déjà donné 43 concerts en France et en Europe. Récemment, vous avez dû en annuler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien voilà, on voit bien que cette gauche et extrême gauche, mais je dis bien gauche parce que le Parti socialiste a été aussi virulent qu'LFI envers Historock, puisqu'on a fait 3 concerts à Montrouge, Valence et la Garenne-Colombe, où on a été boycotté, attaqué. À Valence, ils étaient plus de 150 manifestants avec des pancartes Historock et fasciste. Et celle qui m'a fait le plus de mal, c'est une petite pancarte où il y avait marqué « L'histoire de France est fasciste ».
voyez, L'histoire de on France est revient fasciste. Ah oui, carrément. Ouais. à notre premier sujet, Ouais. voilà, où ils veulent vraiment débaptiser tous nos grands personnages, hein, c'est pas nouveau, il y a Ouais. eu déjà plein de... Mais aussi, mais tiens, mais ça me vient une idée, alors, vous savez qu'il y a 50 rues Lénine à Paris, Oui. en France, Oui. plus de 50 rues Lénine en France, donc je pense qu'on devrait déjà débaptiser les rues Lénine en France avant de débaptiser les grandes rues de nos héros des guerres napoléoniennes. C'est vrai. Pour en revenir à Historock, c'est ça qu'on me reproche, c'est la même chose, comme mon spectacle est composé de 20 chansons, donc 10 sur l'héritage chrétien et monarchique, 10 sur l'héritage laïque et républicain, et toute la première partie est boycottée par LFI et les écologistes et tout. Ils disent que j'ai pas chanté la gloire de Saint-Louis, vous voyez, la gloire de Jeanne d'Arc. Ça Ah oui, déplaît, l'histoire, bien sûr. d'ailleurs, l'histoire pour eux n'existe pas avant 1789. Il n'y avait pas de France Voilà. avant 1789. Ce qui est quand même bizarre, alors qu'il faut réunir les deux France. C'est ce que disait effectivement Marc Bloch, c'est ce que disaient Marc tous. Bloch. Oui. Le sacre de Clovis et le mur des fédérés. C'est ça la France. Et c'est vrai, en tout cas, vous faites un très bon travail, Dimitri Casali, il faut le dire. On a vu Historock, on a aimé, et si vous avez l'occasion d'aller le voir où ça se donne, voyez-le. C'est toujours bon de rappeler, vous savez, c'est la phrase d'Adorno, ceux qui ne connaissent pas le passé sont condamnés à le revivre, et de façon dramatique. Merci beaucoup, Dimitri Casali. Merci, André. À très bientôt. Merci Dimitri Casali d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard. Dans un instant sur Sud Radio, c'est d'une querelle de clocher en Mayenne dont nous allons parler. André Berkoff, un prêtre traité comme un criminel. On vous raconte tout dans quelques instants. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Le carillon sonne sur Sud Radio, André Berkoff, et pour cause, depuis le 4 février dernier, eh bien une querelle de clochers secoue le village de Quélen-Singaud dans le sud de la Mayenne. La destruction plutôt d'une église est au cœur d'une vive tension entre habitants. Et pour en parler, André, eh bien nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Salnave. Le père Mathieu Salnave, oui. absolument, prêtre de Saint-Hénard-sur-Oué. Mais je veux dire, ça me rappelle, vous savez, ce titre d'un livre de Philippe de Villiers, quand le clocher cesseront de sonner. Alors on se disait, mais oui, mais il est pessimiste, Philippe de Villiers, on est en France quand même, la patrie, le pays des prie-dieu, le pays des calvaires, le pays des églises, le pays des cathédrales et des basiliques, et là, on voit, on ne parle pas des attentats, on ne parle pas des incendies, on ne parle pas des déprédations, etc. Mais il y a un problème, et il y a eu un prêtre de Saint-Hénard-sur-Oué. Bonjour Mathieu Salnave. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour, merci d'être avec nous. Le 4 février dernier, vous avez été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Craon. Mais pourquoi cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pour une raison toute simple, voilà, c'est que je me suis rendu donc à l'église Singaud dans l'après-midi de ce 4 février, oui. asperger le mur de l'église parce que cette église devait être détruite, elle était en voie d'être de destruction. Cette église du XIe siècle, je tiens à le préciser. Une église du XIe siècle. C'est ça. Oui, dont les origines remontent au XIe siècle. Elle a été rénovée par le temps. Il y a eu des rénovations successives. Mais enfin, l'origine, c'est le XIe siècle et elle est dédiée à Saint Gou, qui est un évangélisateur du Maine, donc de la région. Quoi. Et pour quelle raison vous êtes venu asperger les murs de cette église? Expliquez-nous. Voilà, parce que d'abord, c'est une raison de proximité. J'habite pas très loin, donc Saint-Aignan est à quelques encablures de Saint-Gau. Oui. Et puis, il y avait vraiment urgence parce que là, l'église était... donc, il y avait le décret de démolition qui avait été décidé. Et puis, le clergé, malheureusement, les gens du coin étaient assez silencieux, ne bougeaient pas.
Et je trouvais que c'était un gâchis énorme. Alors, je me suis dit, il faut sensibiliser, on peut encore faire quelque chose. Ouais. Donc, je me suis rendu sur place pour rappeler que ce lieu est un lieu béni. Voilà, un lieu où le ciel parle à la terre, en fait. Hein. Et donc voilà, donc j'ai aspergé les lieux. Et suite à quoi, j'ai fait une rencontre malencontreuse. Voilà, j'ai rencontré le maire, en fait, qui est arrivé, qui était vraiment en colère contre moi. En colère voilà. assez violent en plus, j'ai l'impression, non? Ou... L'altercation, bon, ça s'est limité aux mots en quelque sorte, hein, Ouais. mais l'altercation était assez houleuse, voilà. Oui, c'était houleux. Et donc je lui ai exposé mes raisons de ma présence, etc. Il comprenait pas véritablement, il voulait pas comprendre parce que bon, j'ai vraiment le sentiment que ce maire veut vraiment en finir avec cette église. Voilà. Ça, ouais, bien sûr. Il avait été décidé, et puis de quoi? Qu'est-ce que vous venez nous déranger? Mais c'est lui qui a appelé les gendarmes? Oui, alors, en fait, il a appelé les gendarmes, et comme je trouvais ça absolument ridicule, parce que franchement, bénir une chapelle, avoir une discussion avec le maire, sur la chaussée d'ailleurs, hein, et appeler les gendarmes, ensuite, je dis, ça n'a pas de sens, c'est complètement... Vous êtes venu bénir une chapelle, vous n'êtes pas venu justement la dégrader, c'était le contraire. Non, voilà, c'est exactement au contraire. Donc, je trouvais ça absolument idiot, donc avec... ce fidèle qui m'accompagnait, j'ai dit, bon, on va repartir, tout simplement, voilà, je ne vais pas envenimer la situation. Et donc, c'est en montant dans ma voiture, en fait, que le maire a hurlé auprès des ouvriers qui étaient déjà présents, hein, les démolisseurs, en disant, arrêtez-les, bloquez la voiture, barrez la chaussée, etc. Ah oui, carrément, ouais. Le maire dit que vous l'avez agressé. Qu'avez-vous lui répondre sur Sud Radio aujourd'hui? Ah ben non, c'est l'inverse, exactement l'inverse qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, ils encerclaient ma voiture, donc j'ai démarré tout doucement. Ben oui, vous voulez passer, oui, bien sûr. Ils se sont écartés. D'ailleurs, quand j'ai fait ma déposition à la gendarmerie, le gendarme m'a dit, mais moi, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. Et... Donc voilà, donc en fait, c'est une accusatoire, littéralement. Ouais. Donc, j'ai déposé plainte contre lui, vous voyez, parce que... je comprends. Mais c'est à ce moment-là qu'ils vous ont mis en garde à vue? Voilà, exactement. Donc, je suis arrivé au prieuré, et dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais quand même peut-être porter plainte, parce que quand même, là, ils ont abusé. Et en fait, ils ont été plus vite que moi. Et donc, les gendarmes sont arrivés au prieuré, ils étaient une dizaine. Et voilà, je les connaissais un petit peu parce qu'on est du coin. J'imagine. On vous met en garde à vue, voilà. Alors je pensais que ça allait durer 1 heure, même pas, faire ma déposition. Mais pas du tout. Ça a duré 36 heures. Oui, 36 heures de garde à vue, oui, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui... Il y a certains démolisseurs qui n'ont pas cela. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez maintenu votre plainte? Où ça en est aujourd'hui? Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, le procureur a tous les dossiers en main, les témoignages, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de remontée. Mais je pense qu'ils doivent être un peu embêtés quand même, parce que ils ont dû voir que le maire s'est précipité, fait un faux témoignage, pour ainsi dire. Donc, je pense qu'ils doivent être embêtés. Et que deviendrait l'église? Elle est de toute façon promise à la démolition, à votre avis? Oui. Alors non, justement, il y a quand même des espoirs, parce que là, il y a un monsieur qui se propose de la racheter pour 1 euro symbolique, un monsieur qui est assez fortuné, qui est connu d'ailleurs, qui est connu en France, et qui se propose de la restaurer. Donc il y a un espoir, seulement on sait pas, on connaît pas pour l'instant la réponse du maire, hein, parce qu'effectivement, il y a vraiment l'intention de la part du maire, c'est ce que m'a dit Urgence Patrimoine, hein, c'est un organisme qui est chargé de dédier les communes, de conseiller les communes pour rénover les églises ou leur donner des conseils. Et en fait, ils disent, il y a comme un mur, la commune ne veut rien entendre parler. Ils ont même proposé de l'argent à la commune pour aider, et la commune... Écoutez, il y a quelque chose d'hallucinant dans ce que vous racontez. Attendez, quelqu'un veut sauver cette église, est prêt à mettre les moyens, et le maire dit non, pas question. C'est quand même renversant, enfin, ça... Mais c'est pas un phénomène qui est malheureusement, ça devient récurrent, parce que il y a une autre église, je sais pas si
qui s'appelle la Baconnière, qui était une grande église de village, qui, pareil, le motif un peu, bon, enfin, elle était un peu vétuste, voilà. Oui, bien sûr, il y a des travaux. Ouais, elle a été rasée à 1 mètre de haut. Et c'est vraiment aberrant parce qu'à la rigueur, ils auraient pu, je sais pas, simplement laisser les murs, bon, puis un jour, s'ils avaient de l'argent, refaire la toiture, par exemple. On rase les églises. Alors, c'est ce que voulait faire ce maire de Saint-Gaud, là. Il a dit, je vais faire un jardin du souvenir. Alors, je lui dis, non, en réalité, monsieur le maire, c'est un jardin de l'oubli que vous allez faire, là. Oui, et c'est une vraie définition. Merci beaucoup, merci Mathieu Salnave. On va suivre ça, mais tenez-nous au courant, s'il vous plaît, parce que sur Sud Radio, on en reparlera, parce que on n'a pas compris que ça, si on ne peut rien faire, évidemment, c'est une question de moyens, mais si on peut faire, eh bien, on ne comprend pas qu'on ne laisse pas faire, et c'est ça le plus grave. Et oui, Mercedes-Benz, André Berkoff, chanté par NTM et Lord City. En tout cas, j'ignore si les Mercedes-Benz font partie des voitures les plus convoitées par les malfaiteurs en France. Il s'avère qu'aujourd'hui, notre pays est l'un des pays les plus touchés d'Europe par les vols de voitures, André. Eh ben oui, vous comprenez, il n'y a pas que les vols au-dessus d'un nid de coucou, il y a les vols de voitures, un phénomène qui dépasse très largement les simples faits divers. C'est un marché criminel, évidemment, les voitures, ça se vend, ça s'achète et évidemment ça se vole. Et ce qui est très intéressant, c'est la sophistication du système en ce moment, c'est ça. Alors évidemment, les voitures les plus volées sont celles qui sont les plus nombreuses sur les routes normales, comme certaines citadines du segment populaire, mais ce ne sont pas uniquement les voitures qui intéressent les voleurs. Et c'est ça qui est intéressant, hein. On découpe pièces détachées, batteries, pots catalytiques, composants électroniques, sont devenus des biens, vous voyez, on la désosse la voiture, et on prend ce qui nous intéresse, et on met ça sur le marché, c'est l'offre et la demande. Et les réseaux criminels affinent leur technique au rythme des évolutions du marché automobile. Au-delà des fractions classiques, il y a des méthodes technologiques, vous savez, le piratage de signaux sans clé ou le mouse jacking, le vol à la souris, permettent aux malfaiteurs d'ouvrir et de démarrer des véhicules sans laisser de traces évidentes d'effraction. Ça devient de plus en plus sophistiqué. Et puis les voitures volées ne restent pas forcément en France, hein. Il y a l'import-export. Beaucoup sont exportés vers d'autres pays, intégrés à des réseaux transnationaux ou transformés en pièces détachées, comme on l'a dit, revendues à bas prix via des circuits clandestins. Donc, conséquence pour les automobilistes, vous pouvez le deviner, augmentation des primes d'assurance, procédures complexes pour faire valoir leurs droits et sentiment d'insécurité. Et oui, le fameux sentiment d'insécurité dont on parle beaucoup, il est croissant même dans les zones urbaines, Céline. Et oui, il faut être très vigilant, André Berkoff, parce que dans certaines zones, notamment effectivement les zones urbaines, le vol de véhicules ou d'accessoires se produit toutes les 3 à 4 minutes environ, selon les dernières statistiques. Et dans ce contexte, les experts conseillent vraiment aux automobilistes de renforcer leur système de protection pour compliquer la tâche des malfaiteurs. Oui, le problème de la tâche des malfaiteurs et le problème de tout ça, c'est que c'est très bien de compliquer. Mais encore une fois, vous savez, c'est un exemple. Et le problème, c'est que, au fond, on voit très bien que ce sentiment d'insécurité, ça ne veut évidemment rien dire. Cette insécurité, arrêtez de parler de sentiment d'insécurité pour faire croire que c'est du fake news, que ça n'existe pas. Ça va du niveau des voitures, au niveau de la vie des gens, au niveau de l'intégrité, au niveau de la violence, ça va à tous les niveaux. Et c'est à tous les étages. Et c'est ça qui devient absolument impossible et absolument incroyable. Alors on sait qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque conducteur ou derrière chaque habitant. On le sait. Mais au moins, on pourrait peut-être faire quelques efforts côté des municipalités. Vous savez, on dit il y a du chômage. Mais la sécurité, alors, il ne faut pas que uniquement les millionnaires ou les milliardaires ou les gens riches puissent se payer des gardes du corps ou les politiques qui ont droit aux gardes du corps ou à la protection. Il faudrait que chacun puisse, je radote là-dessus. Quel est le premier devoir d'un État? C'est protéger ses concitoyens. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'on le paye. Pourquoi la violence est légitime? La violence légitime de l'armée, de la gendarmerie et de la police, c'est de protéger nos concitoyens. Écoutez, pour le moment, ça va, mais il y a du pain sur la planche et il y a du boulot et du sacré boulot en retardement. À très vite.
André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, la culture dans tous ses états. Aujourd'hui, Michel Onfray, philosophe, fondateur et directeur de Front Populaire, sera notre invité. Il publie un hors-série de cette revue consacrée à Elon Musk. Et cette revue donc est sortie hier. Que pensez-vous de ces projets de numériser la conscience, hybrider l'homme et la machine, déplacer l'humanité sur Mars et vaincre la mort, André Berkoff? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio.